Bonjour. Parfois, certains sujets d'actualité, ça fait penser à cette pièce de Ionesco, Amédée ou Comment s'en débarrasser. Ah oui, avec le cadavre qui grandit. Exactement. Ce cadavre qui n'arrête pas de grandir dans la pièce d'à côté, on essaie de l'ignorer, mais bon, il prend toute la place. La France-Afrique, c'est un peu ça, non? C'est une bonne image, oui. On annonce sa fin tout le temps, depuis des lustres, mais elle semble toujours là, d'une manière ou d'une autre, toujours encombrante. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une exploration un peu en profondeur de ce système, vraiment comprendre. Oui, aller au fond des choses. Pour ça, on s'appuie sur un ouvrage historique assez détaillé qui décortique bien les mécanismes et l'histoire. Des analyses factuelles, oui. Notre objectif, c'est d'aller au-delà des idées reçues, comprendre ce qu'est vraiment la France-Afrique, comment elle s'est installée. Ces rouages. Voilà, ces rouages essentiels, souvent cachés, et surtout, pourquoi elle dure. Pourquoi cette capacité à survivre, à s'adapter malgré tous les discours de rupture. C'est la grande question. Quand on voit par exemple la France adouber une succession pas vraiment constitutionnelle au Tchad en 2021, bon, ça interroge sur la continuité, hein. Tout à fait. Ça illustre bien cette persistance. Alors, plongeons dans les sources pour essayer d'y voir plus clair. Bon, quand on dit France-Afrique, souvent le premier nom qui vient, c'est Foccart, Jacques Foccart, le conseiller de De Gaulle. Oui, l'homme de l'ombre. Mais d'après les documents qu'on a consultés, réduire tout ça à un seul homme, même Foccart, ce serait un peu simple, non? Ah oui, complètement. Le faucartisme, bien sûr, ça existe. C'est une partie importante, mais c'est pas tout. La France-Afrique, comme les sources la décrivent, c'est avant tout un système. Un système. Un système de domination, en fait, qui a survécu aux indépendances. Alors, comment le définir? En gros, c'est une alliance stratégique. Mais, et c'est crucial, une alliance asymétrique. Asymétrique, d'accord. Entre une partie des élites françaises politiques, économiques, et une partie de leurs homologues africaines. C'est clairement un héritage de la colonisation. Et c'est un système un peu hybride. Ça mélange des outils officiels, visibles, la coopération, l'aide au développement, et puis des mécanismes beaucoup moins avouables. Les réseaux occultes, ce genre de choses. Exactement. Les réseaux d'influence, les interventions militaires discrètes, la corruption, tout ça. Et le but de cette alliance, asymétrique, d'après l'analyse des sources, c'est le contrôle et le partage de ressources. Ressources économiques. Économiques, oui, les matières premières, les marchés, mais aussi politiques, l'influence diplomatique. Et tout ça au bénéfice de ces élites qui sont connectées entre elles. Et au détriment des peuples, j'imagine. Souvent, oui, au détriment des aspirations démocratiques, du développement local. Les sources, d'ailleurs, elles mettent un peu de côté l'idée d'Africa-France. Vous savez, ce concept qui voudrait inverser les rôles. Ah oui. Oui, elles jugent ça peu pertinent. Parce que cette imbrication des élites, cette dynamique-là, elle existait déjà bien avant qu'on parle d'Africa-France. Je vois. Cette notion d'asymétrie, elle est vraiment centrale, on va sûrement la retrouver, mais le mot France-Afrique lui-même, son origine, on dit souvent que c'est Houphouët-Boigny qui l'a inventé. Alors ça, c'est ce qu'on entend souvent, mais les recherches montrent que c'est pas tout à fait exact. Ah bon? La première fois qu'on trouve le terme écrit, c'est en août 1945. C'est un journaliste, Jean Pillot, dans le journal L'Aurore. 1945. Si tôt? Oui, et à l'époque, il parlait de la nécessité pour la France, après la guerre, de sauvegarder le bloc France-Afrique pour rester une puissance mondiale. C'était plutôt géopolitique. Par contre, celui qui a vraiment, disons, popularisé le terme et qui l'a associé à Houphouët-Boigny, c'est Paul-Henri Siriex, un administrateur colonial proche d'Houphouët. D'accord. Dans un livre en 1957, il présente la France-Afrique comme un projet commun, un projet d'avenir. Donc au départ, le terme n'est pas du tout négatif, pas du tout. Et alors, quand est-ce que ça bascule? Quand est-ce que France-Afrique devient péjoratif, synonyme de magouille, de néocolonialisme? Ce changement, il se fait surtout dans les années 90. Les années 90? Oui. C'est là que des livres critiques commencent vraiment à utiliser le mot pour dénoncer le système. Bon, il y a eu des travaux universitaires avant, comme ceux de John Chipman, mais c'est surtout un pamphlet, La liberté confisquée, de Bernard Douza, en 91. Ah oui. Lui, il parle carrément de complot franco-africain, et là, le terme devient vraiment une arme critique, une dénonciation. D'accord, je comprends mieux le glissement. Revenons un peu en arrière, aux fondations. Comment on passe de la colonisation, l'administration directe, à cette nouvelle forme de contrôle après la guerre? C'est une transition vraiment clé, et les sources l'analysent très bien. En fait, dès les années 40, même au sein de l'administration coloniale, il y a un courant, disons, libéral, ou en tout cas pragmatique. Qui pense différemment?
Oui, qui se dit que l'administration directe, l'assimilation forcée, ça coûte cher, et puis politiquement, ça devient difficile à tenir avec la montée des nationalismes. Mhm. L'idée commence à germer. Trouver des relais locaux, des élites africaines formées à la française, qui seraient loyales à Paris. Bon, la conférence de Brazzaville en 1944, elle réaffirme l'Empire, elle dit non à l'indépendance. C'est clair. Mais elle ouvre quand même la porte à des réformes. Et là, ça s'enchaîne. Création du franc CFA en 1945. La fameuse monnaie. Oui, loi Lamine-Guillet en 1946 sur la citoyenneté. Loi Houphouët-Boigny la même année qui abolit le travail forcé. On voit aussi que le vocabulaire change après 1945. C'est intéressant. On parle plus de mission civilisatrice, Non. Qu'est-ce qu'on dit alors? on parle de développement. On crée le FIDES en 1946, un fonds d'investissement, officiellement pour moderniser les colonies. Et puis, dans les années 50, les mots à la mode, c'est interdépendance et coopération. Interdépendance, coopération. Oui, et ces mots, ils sont utilisés activement pour contrer les demandes d'indépendance. On présente l'indépendance comme une illusion, un truc dangereux. De Gaulle lui-même, en 1955, il dit que c'est une formule fictive. Ah oui, quand même. L'idée, c'est de faire croire qu'une rupture avec la France, ce serait mauvais pour les Africains eux-mêmes. Et dans cette stratégie, il y a une loi qui semble jouer un rôle énorme, la loi Cadre de Fer en 1956. Ah oui, celle-là, les sources sont claires, c'est une étape décisive. Un coup de génie politique, dit l'historien Frédéric Cooper. Un coup de génie? Pourquoi? Cette loi, elle donne plus d'autonomie interne au territoire, elle met en place le suffrage universel, des gouvernements locaux dirigés par des Africains. D'accord. Mais pourquoi c'est un coup de génie? Parce que Paris, en faisant ça, elle décentralise une partie des coûts, des problèmes administratifs, et surtout, elle met les nouvelles élites africaines en première ligne. Face à leur peuple? Exactement, face aux revendications populaires. Pendant ce temps, Paris garde les manettes essentielles, la défense, la monnaie, la diplomatie, les matières premières stratégiques. C'est une façon très maligne de préparer les indépendances de 1960. Des indépendants sous contrôle en quelque sorte. Voilà, des indépendances frelatées, comme certains disent, encadrées par des accords bilatéraux qui maintiennent une forte dépendance. Et l'objectif, il est écrit noir sur blanc dans certains documents de l'époque, cités par les sources. Passer d'une politique d'administration directe à une politique de contrôle. Contrôle. Oui. Et former les futures élites africaines en France, dans les grandes écoles, ça faisait partie du plan. Pour s'assurer de leur loyauté, de leur adhésion au modèle, on retrouve toujours cette idée d'asymétrie, même dans la façon dont la sortie de la colonisation a été pensée. C'est fascinant cette ingénierie politique. Alors, explorons maintenant les outils concrets de ce contrôle après les indépendances. Le volet militaire, il revient souvent. Il est absolument fondamental. Dès 1960, la France signe des accords de coopération militaire et de défense avec la plupart de ses anciennes colonies. La clé de voûte. C'est ça. Ces accords, ils ont plusieurs volets. D'abord, l'assistance militaire technique, l'AMT. En gros, la France forme, équipe et encadre les nouvelles armées africaines. Au début, c'est même souvent des officiers français qui commandent. On appelle ça la coopération de substitution. Ah oui, La France s'assure aussi un quasi-monopole sur la vente d'armes. Et puis, point crucial, elle maintient des bases militaires permanentes sur le continent. Dakar, Abidjan, Libreville. N'Djamena, Djibouti, voilà. Ça donne une capacité d'intervention rapide, très dissuasive. Mais surtout, ces accords, ils contiennent souvent des clauses secrètes. Secrète, ouais. Oui, qui autorisent l'armée française à intervenir, pour maintenir l'ordre ou plus souvent pour soutenir un régime ami menacé. Et la France, elle va pas se priver d'utiliser ce droit d'ingérence. On a des exemples. Oh que oui. De manière visible, l'opération Épervier au Tchad, qui a duré des décennies pour soutenir Idriss Déby, ou les interventions au Zaïre de Mobutu, comme à Kolwezi en 78. Et puis, il y a tout le côté clandestin. Les services secrets, les mercenaires. Exactement. Le SDEC, puis la DGSE. Et les mercenaires, type Bob Denard, impliqués dans plein de coups d'État, surtout aux Comores. La France est aussi mêlée de conflits régionaux. Le Biafra. Le Biafra, oui, soutien discret à la sécession via le Gabon, la Côte d'Ivoire. Et puis, plus tragique, le Rwanda. Avant le génocide? Oui, avant 1994. Soutien et armement du régime Abiyarimana, dont les extrémistes commettront le génocide. Et il ne faut pas oublier que cette violence, elle date pas des indépendances. Tiaroé en 1944, Madagascar en 1947, la guerre contre l'UPC au Cameroun dès 1955. C'est une longue histoire d'intervention. Ce volet militaire montre bien une continuité, c'est clair.
Passons à l'économie. Là, dans les sources sur la France-Afrique, il y a un nom qui revient sans arrêt, ELF. Ah, Elf Aquitaine. Oui, la compagnie pétrolière. Les sources la présentent vraiment comme une pièce maîtresse du système. Un État dans l'État, pendant des années. Pourquoi? C'était quoi son rôle exactement? Bah, c'était au cœur d'un système de corruption et de financement politique occulte très, très organisé. D'un côté, ça servait à financer illégalement les partis politiques en France. La droite surtout. Alors, la droite gaulliste historique, oui, mais pas seulement. Les sources, notamment via des témoignages d'anciens dirigeants comme Loïc Le Floch-Prigent, Oui. elles indiquent que l'opposition socialiste aussi, y compris Mitterrand, avant 81, aurait reçu de l'argent d'Elf. Dès les années 60-70, Le Floch-Prigent cite même Mitterrand qui aurait dit « Nous continuons ce qui a été mis en place par De Gaulle Incroyable. Un pacte du silence en quelque sorte. ». C'est un peu l'idée. Acheter le silence pour que le système perdure, quel que soit le parti au pouvoir. Et de l'autre côté, Elf, c'était un outil énorme pour corrompre les élites africaines. Pour garantir l'accès au pétrole, bien sûr, Comment ça marchait? les sources décrivent un système à 3 étages. Il y avait les bonus, une sorte de ticket d'entrée quand un contrat a été signé. Puis les abonnements, des versements réguliers pour entretenir la relation. Et enfin, les préfinancements. C'est-à-dire? Des avances sur les futures recettes pétrolières. Ça liait encore plus les États, ça les rendait dépendants. Des gens comme André Tarallo, le monsieur Afrique d'Elf, ont été les grands organisateurs de ça. Et il y avait des structures pour ça, des banques. Oui, il y avait par exemple la FIBA, la French Intercontinental Bank, basée au Gabon, décrite un peu comme une caisse noire pour toutes ces opérations. Et au-delà d'Elf, le franc CFA par exemple. Ah oui, le franc CFA, cette monnaie héritée de la colonie, très critiquée par des économistes africains comme Samir Amin ou Chunjang Puomi. Pourquoi? Parce qu'elle maintient une dépendance monétaire et économique forte, notamment avec cette obligation de déposer une partie des réserves de change au Trésor français. L'accès aux matières premières stratégiques, c'est clé aussi. L'uranium au Niger, avec Areva. Ex-Kogema. Voilà. Et même l'aide publique au développement, l'APD. Les sources montrent qu'elle était souvent utilisée comme un levier politique et économique pour la France, bien plus qu'un geste purement altruiste. C'est un tableau assez sombre de l'économie. Très imbriqué, très opaque. Les sources parlent aussi de réseaux plus discrets. Pascar, la franc-maçonnerie, ça joue quel rôle là-dedans? C'est une autre couche du système, oui, plus informelle, mais pas moins influente. Charles Pasqua, qui a été très puissant en France, Ouais, il avait ses propres réseaux parallèles. On parlait parfois de Corse Afrique. Il s'appuyait sur des structures comme la SEM Coopération 92, dans son département des Hauts-de-Seine. Il y a eu des soupçons sur des transactions financières avec certains pays, le Gabon notamment. et la franc-maçonnerie? C'est décrit comme un vecteur d'influence important, un lieu de rencontre, de cooptation entre les élites françaises et africaines. Certains politiques français s'en servaient pour étendre leur réseau, et certains dirigeants africains aussi. Comme Mobutu? Mobutu au Zaïre, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Ils l'utilisaient pour contrôler leur propre entourage, rendre l'initiation quasi obligatoire pour faire carrière. Et les grandes entreprises françaises, Elf, Bouygues, elles utilisaient aussi beaucoup ces réseaux maçonniques pour leurs affaires en Afrique. Ça renforçait les liens officiels. On voit bien comment tout ça s'emboîte. Revenons à cette idée de persistance qui est frappante. On a l'impression que les changements de président en France, au final, ça ne change pas grand-chose sur le fond. L'exemple du Tchad en 2021, on en parlait au début. C'est exactement ça. C'est une des conclusions fortes des sources FACH, une continuité remarquable derrière les discours de rupture. Prenez Mitterrand. Il arrive en 81, il promet de changer les choses, il nomme Jean-Pierre Cotte, Qui était pré-critique. très critique, mais très vite, la réelle politique reprend le dessus. Cotte est viré, Guy Pen prend la cellule africaine de l'Élysée et on repart comme avant, avec des émissaires secrets comme Roland Dumain. Et Chirac? Chirac, lui, il n'a jamais caché sa proximité avec les chefs africains. Il a assumé l'héritage sans complexe. Sarkozy, lui, il arrive en 2007, il parle de rupture. Oui, le discours de Dakar. Exactement. Mais très vite, il limoge son secrétaire d'État Bockel, qui avait osé critiquer la France-Afrique, après les pressions d'Omar Bongo. Et c'est sous son mandat qu'éclate l'affaire des biens mal acquis. Qui montre bien que les flux financiers suspects continuaient. Voilà. Même le discours de la boule de Mitterrand, en 90, qui liait l'aide à la démocratie, ça n'a pas empêché la France d'intervenir militairement la même année au Gabon, avec l'opération Requin, pour soutenir Bongo face à des troubles sociaux. La réelle politique, les intérêts français.
Ça prime presque toujours. C'est assez édifiant, cette capacité d'adaptation. Mais face à cette machine, il y a quand même eu des résistances, des critiques. Oui, heureusement. Et c'est crucial de le dire. Même si, comme le montrent les sources, ces voix ont souvent été soit ignorées, soit carrément réprimées. Qui, par exemple? Dès les indépendances, il y a eu des intellectuels africains très critiques. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, son livre Main basse sur le Cameroun a été censuré en France. Ah oui. Ousmane Sembène, le cinéaste sénégalais, ses films, Kchala, La Noire de Juin, il dénonçait la corruption des nouvelles élites, la domination étrangère qui continuait. Il y a eu aussi des critiques plus internes, comme Adotevi, contre la négritude de Senghor. Et puis les mouvements étudiants, la FEANF, La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. très active dans les années 50-60. Les syndicats aussi, ils ont joué un rôle important. Et puis, il y a eu des leaders politiques qui ont essayé de rompre. Le plus célèbre, c'est Sékou Touré en Guinée. Son nom à De Gaulle en 58. La réaction a été dure, non? Brutal. Paris a retiré tous ses cadres immédiatement. Déstabilisation économique. Les services secrets français ont même fabriqué des faux billets guinéens pour couler la nouvelle monnaie. C'est incroyable. Plus tard, dans les années 80, Thomas Sankara au Burkina Faso. Une volonté radicale d'émancipation. Il défiait ouvertement la France, les institutions financières. Son assassinat en 87. Reste plein de zones d'ombre, mais les sources suggèrent que sa disparition a été, disons, un soulagement pour Paris et pour certains voisins alliés de la France. Et en France même, il faut citer l'association Survie. Avec François-Xavier Verschave. Oui, c'est lui qui a vraiment popularisé le terme France-Afrique et qui a dénoncé les aspects criminels. Ça lui a valu plein de procès d'ailleurs, intentés par des dirigeants africains avec le soutien de Paris. Donc oui, des résistances, il y en a eu. Le système n'a jamais été accepté passivement. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, l'image qui ressort, c'est celle d'un système incroyablement résilient, tenace. La France-Afrique n'est pas juste une relation postcoloniale un peu floue, c'est une vraie structure de pouvoir. Oui, durable. Profondément ancrée dans l'histoire, qui mélange la diplomatie officielle, les accords secrets, le militaire, l'économie opaque, et puis des liens personnels très forts entre certaines élites françaises et africaines. Exactement. Et la caractéristique fondamentale, on y revient toujours, c'est cette asymétrie structurelle. Toujours ce déséquilibre. Oui. Les intérêts d'une certaine France politique, économique, militaire, et ceux de certaines élites africaines cooptées, ils se rencontrent. Mais le rapport de force est déséquilibré. Et ça s'est fait, et ça se fait encore souvent, au détriment du développement autonome, de la démocratie des peuples africains eux-mêmes. C'est vraiment une constante, malgré les adaptations du système. Alors, pour finir, une question qui me vient en écoutant tout ça et en repensant à ce que disaient les sources. On a vu comment, dans les années 50, des mots comme interdépendance, développement ont été utilisés par la France pour décrédibiliser l'idée d'indépendance, pour justifier de garder une forme de contrôle. Alors, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que certains discours qu'on entend beaucoup sur l'interconnexion mondiale, sur le besoin d'aide extérieure pour le développement, ou même sur la lutte contre des menaces globales comme le terrorisme, les migrations, Oui. est-ce que ces discours, parfois, consciemment ou pas, ils pourraient pas servir un peu de la même manière, c'est-à-dire à légitimer de nouvelles formes de relations asymétriques ou à justifier certaines ingérences au nom d'intérêts qui ne sont pas forcément ceux des populations sur place? C'est une excellente question. C'est une interrogation, voilà, à garder peut-être en tête. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.